Bonjour les troisièmes. Alors aujourd'hui un cours un peu spécial. Normalement j'avais enregistré dans la salle d'histoire le cours virtuel habituel, sauf que j'ai perdu le fichier. Je ne suis plus au collège, je ne peux pas refaire la vidéo comme je voudrais. Du coup vous avez cette vidéo un peu spéciale où vous allez voir le PowerPoint qui apparaît et puis ma voix uniquement. Donc ça va un petit peu changer, mais le résultat est le même. Vous devez prendre la correction comme je vous l'ai demandé. Et puis, bien entendu, prendre aussi les éléments que je vais rajouter pour essayer d'avoir un contenu un peu plus complet concernant cette dernière séance sur la Seconde Guerre mondiale qui est quel est le bilan de la guerre. Alors, dans un premier temps, vous aviez donc à regarder quel était le bilan de la guerre dans le monde, avec un premier document qui indiquait le nombre de victimes parmi un certain nombre de pays qui ont participé ou qui ont été victimes finalement de cette Seconde Guerre mondiale. Et vous aviez une question qui était de savoir quel était le pays qui a le plus souffert. Tenter si on peut finalement essayer de classer quel pays a vraiment le payé le plus lourd tribut dans ce conflit. Alors, il y avait plusieurs réponses possibles. Alors déjà, si vous preniez les colonnes militaires ou civiles, vous aviez pu remarquer que l'URSS est vraiment le pays qui a le plus subi de victimes, puisqu'on a plus de 7 millions de militaires soviétiques qui sont morts pendant cette guerre. Quand on compare avec les autres pays, on se rend compte que la Chine arrive en seconde position ici avec 3 500 000 soldats qui ont été tués. Alors après, il y a des pays qui n'apparaissent pas. Par exemple, l'Allemagne n'est pas présentée, mais on estime qu'il y a à peu près 4 millions aussi de soldats allemands qui sont morts. Donc on est quand même en dessous de l'URSS. L'URSS est vraiment le pays qui a vraiment eu le plus de pertes militaires dans ce conflit. Ça s'explique notamment par le conflit assez terrible qu'il a opposé à l'Allemagne avec dès 41 cette invasion des Allemands qui ont pratiqué vraiment un combat féroce contre les Russes, et derrière Staline qui ne s'est pas laissé faire et qui a été capable de sacrifier une grande partie de sa population, même en les forçant à entrer en guerre et ensuite à prendre les armes. Et on a eu un conflit qui a coûté la vie à beaucoup de militaires du coup à cause de ça. Donc au niveau militaire, c'est bien l'URSS. Au niveau des civils, si on regarde également la colonne, on se dit que finalement l'URSS est aussi le pays qui a le plus de victimes, avec 13 millions de victimes sur son sol. Donc ça comprend bien sûr toutes les destructions et bien sûr toutes les pertes qui ont eu lieu avec finalement l'avancée des soldats sur la ligne de front. Mais il faut rajouter aussi le génocide des Tziganes et des Juifs, qui a aussi concerné une grande partie du territoire de l'URSS et qui a donc vu un nombre important de populations civiles mourir dans des conditions différentes encore. À côté de ça, vous regardez que la Chine aussi a été le pays qui a le plus souffert en deuxième position, 10 millions aussi de victimes civiles, ce qui montre aussi que c'est un pays dont on ne parle pas beaucoup finalement dans notre cours, mais qui a vraiment été très impacté par cette Seconde Guerre mondiale. Le Japon, qui a envahi la Chine pendant cette Seconde Guerre mondiale, a vraiment fait énormément de dégâts, a causé la mort de énormément de personnes, et ça, il faut le souligner. Donc c'est vraiment une guerre mondiale, il n'y a pas que l'Europe qui est vraiment impactée. On se rend compte qu'en Asie, il y a aussi eu des victimes en très grand nombre. Alors, ça permet aussi de relativiser aussi la vision qu'on peut avoir de cette Seconde Guerre mondiale. Quand on regarde, par exemple, la ligne qui concerne les États-Unis, on se rend compte que déjà en population civile, alors il y a marqué zéro. Alors, c'est pas qu'il y a eu zéro victime, c'est juste que la seule attaque qui a eu lieu sur le sol américain, c'est l'attaque de Pearl Harbor, qui est en plus une base militaire. Il y a donc eu des pertes civiles, mais qui sont quand même très limitées. Quand on regarde, il y a uniquement des pertes militaires qui, elles aussi, finalement, sont assez moins, on va dire, moins importante quand même que d'autres pays, puisqu'on n'a que 300 000 soldats américains qui sont morts. Pourtant, c'est bien le pays qu'on met le plus en avant souvent dans cette Seconde Guerre mondiale, montrant vraiment l'impact et le prix qu'ils ont mis pour essayer justement de remporter cette guerre. On se rend compte que ce sont eux qui en ont quasiment subi le moins de conséquences, hein. C'est quand même important de le souligner. Alors, il y avait aussi une autre réponse qui était possible. Il y avait déjà l'URSS par rapport au nombre, c'est-à-dire si on cumulait le nombre de victimes. Par contre, si on regardait la dernière colonne, le pourcentage de la population de 1939, là, on constatait que cette fois-ci, on avait la Pologne qui apparaissait vraiment en avant avec plus de 14% de sa population qui a disparu à cause de cette Seconde Guerre mondiale. Et là, c'est directement lié à ce génocide qui, avec une population juive en Pologne qui était assez nombreuse, et qui a donc été systématiquement traqué par les nazis, qui a donc subi énormément on va dire de morts à cause de ça. En plus, on avait une partie des camps d'extermination qui étaient situés en Pologne, et c'est vraiment un territoire où on a eu énormément de victimes pour ça. Alors, la Pologne a donc été le pays qui a le plus eu un impact important concernant la population totale. Donc ça, c'était ce qu'il fallait remarquer.
Passons maintenant au document 2 avec le bombardement de Nagasaki. Alors le bombardement de Nagasaki, c'est donc un bombardement majeur puisqu'il a eu lieu le 9 août 1945, qu'il a concerné une ville japonaise qui s'appelle donc Nagasaki et donc ce bombardement qui a finalement impliqué une seule bombe atomique, a tué plus de 35 000 personnes. Donc c'est une bombe quand même assez destructrice. Et c'est pour cela que, avec ce document, j'aimerais qu'on réalise un petit récit sur l'aboutissement, on va dire, de cette guerre d'anéantissement qui est caractéristique de cette Seconde Guerre mondiale. Alors, on avait vu pendant la Première Guerre mondiale quelles étaient les caractéristiques d'une guerre totale. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale est aussi une guerre totale. Il y a exactement le même schéma qui est mis en place concernant eh bien, l'investissement de la population et l'investissement de l'économie dans l'économie de guerre pour réussir à vaincre son adversaire. Mais on a aussi une dimension supplémentaire qui est cette guerre d'anéantissement. Alors, on a déjà vu un petit peu ce qu'elle était cette guerre d'anéantissement à travers le génocide des Juifs et des Tziganes fait par les nazis. Donc ça, c'est une vision politique, hein, puisqu'on a une volonté de détruire un peuple tout entier. Mais on a aussi, par les différents belligérants, l'objectif eh bien, d'atteindre un maximum de personnes du camp adverse dans le but de démoraliser l'adversaire et de l'obliger eh bien, à céder plus rapidement. On avait vu un petit peu cette chose, on va dire cet aspect-là avec la bataille d'Angleterre, où vous avez Hitler qui a tenté eh bien, de faire rendre les armes aux Anglais en 1940, mais par contre, on voit également que ça a continué tout au long de la guerre à cause finalement eh bien, de ce développement de l'attaque aérienne, qui est vraiment un aspect majeur de cette Seconde Guerre mondiale, où les bombardiers vont vraiment faire la loi, un peu sur tous les théâtres d'opération, et qui va donc causer la mort d'énormément de personnes. Il faut savoir que la Seconde Guerre mondiale est une guerre qui a touché beaucoup plus de civils que de pertes militaires. C'est important, hein. Sur l'ensemble on va dire, des victimes, on estime à 45 millions le nombre de civils qui sont morts pendant cette Seconde Guerre mondiale. Alors, le génocide des Juifs et des Tziganes, c'est quelques millions de personnes déjà qui meurent, c'est déjà important. Mais pour arriver à 45 millions, ça montre bien qu'ici, on a non pas seulement des victimes collatérales, mais vraiment des victimes qui ont été ciblées. Et ça, c'est aussi le cas à cause des bombardements. On atteint donc le paroxysme de cette guerre d'anéantissement avec le développement de cette bombe atomique. Une bombe atomique qui a donc été développée après plusieurs années eh bien, de course à l'armement atomique entre l'Allemagne d'un côté et les États-Unis et l'Angleterre de l'autre. Après énormément de recherches, énormément d'investissements, les Américains arrivent en 1945 à développer des armes opérationnelles à l'uranium et au plutonium. Donc celle qui a détruit Hiroshima était une bombe à l'uranium. Ici, vous avez une bombe au plutonium qui donc développe une puissance de 20 kilotonnes de TNT. Alors 20 kilotonnes de TNT, ça vous parle certainement pas, mais pour vous donner un ordre d'idée, ici, pendant cette Seconde Guerre mondiale, quand il y avait un raid aérien qui était programmé sur une ville, on considère que ça concernait environ entre 500 et 1000 avions bombardiers qui pouvaient donc arriver au-dessus d'une ville et larguer l'ensemble des bombes qu'ils avaient dans leur soute. Alors, les bombes qui étaient présentes dans les soutes des avions bombardiers de l'époque, ça correspondait environ à 10 tonnes de bombes, donc 10 tonnes de TNT au maximum, qui pouvaient donc être larguées sur une ville. C'est déjà énorme hein, pour un avion, donc si vous multipliez par le nombre d'avions que je vous ai donné, ça fait déjà quelque chose d'assez incroyable. Et bien là, 20 kilotonnes de TNT, c'est encore un cran au-dessus, puisque 1 kilotonne, c'est 1000 tonnes de TNT. Donc ça veut dire que vous avez l'équivalent là de 2000 avions avec une seule bombe qui est larguée sur une ville. C'est énorme. On voit bien avec la photographie aérienne avant et après le bombardement, les destructions qui sont causées par cette bombe atomique. Cette bombe atomique, c'est donc le paroxysme de cette guerre d'anéantissement. Ça détruit tout, ça ne laisse rien finalement sur place. Quasiment tout est anéanti sur plusieurs kilomètres de distance. C'est quelque chose d'impressionnant et qui montre bien qu'on a développé cette fois-ci une arme qui est capable d'anéantir tout un peuple, quasiment, et qui pourrait anéantir finalement la planète, comme on le verra plus tard dans une séquence prochaine sur la guerre froide. On verra que les États-Unis et l'URSS ont développé suffisamment de bombes atomiques pour détruire plusieurs fois même la Terre, si on les utilisait tout en même temps, ce qui montre bien à un moment donné qu'on a développé une capacité destructrice qui est vraiment irrationnelle et qui montre qu'on est vraiment, on a atteint un degré important dans la guerre d'anéantissement. Alors c'était vraiment ce que je voulais que vous notiez avec ça. Donc ce bombardement de Nagasaki a des conséquences pour la fin du conflit, puisque à la base, les États-Unis sont quasiment sûrs de vaincre le Japon, qui est le dernier
adversaire encore debout, puisque l'Allemagne a déjà cédé en mai 45 face donc aux Anglais, face aux Anglais américains et aussi aux Russes. Mais derrière, il restait le Japon. Et le Japon était en train de céder petit à petit. Et pour accélérer les choses, les Américains ont donc décidé de lancer ce bombardement pour vraiment faire, on va dire, état de leur puissance. Déjà, premièrement, montrer qu'ils ont développé cette arme pour montrer eh bien leur supériorité. Et puis également essayer de limiter aussi les pertes de leurs propres soldats qui auraient été certainement importantes en cas de débarquement au Japon. Donc là, l'objectif, c'est vraiment mettre un coup d'arrêt, dire voilà, maintenant, désormais, on a de quoi vous détruire totalement, soit vous cédez, soit on en lancera le nombre qu'il faudra pour eh bien, vous obliger à accepter la défaite. Donc ça va marcher puisqu'en septembre 1945, eh bien, le Japon capitule. On passe donc à la trace écrite, que vous pouvez voir maintenant s'afficher à votre écran. Donc vous allez désormais pouvoir l'écrire. Donc vous écrivez la trace écrite qui termine cette première partie sur eh bien, le bilan de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale dans le monde. Voilà. Donc normalement, vous avez fini de recopier la trace écrite sur la partie A. Passons maintenant à la partie B, le bilan de la Seconde Guerre mondiale en France. Commençons par le récit sur la chasse aux collaborateurs. Alors, juste un petit récit pour expliquer ce qu'il se passe eh bien, avec la libération de la France par la résistance extérieure et intérieure et par bien entendu les Américains et leurs alliés qui vont donc libérer progressivement la France eh bien, des Allemands. Alors, une fois le territoire libéré, se pose la question que faire avec ceux qui ont collaboré. Il faut savoir qu'en 1940, avec la mise en place de l'armistice, le maréchal Pétain met en place la collaboration avec les Allemands. Dans le nord de la France, donc ce sont les Allemands qui dirigent également, ce qui va donc entraîner une partie de la population française à participer eh bien, à la politique de Vichy ou à la politique des Allemands. Une fois le territoire libéré, les résistants vont déjà commencer à essayer de chercher qui a collaboré, qui a participé à traquer les résistants, qui a cherché à défendre eh bien, cette Allemagne qui a envahi la France. Et une partie de la population qui a donc collaboré va se retrouver à être pourchassée, voire parfois jugée, et même parfois même exécutée. Donc pendant quelques mois, on va avoir plusieurs personnes qui vont dans les villages ou dans les villes être donc lynchées, exécutées ou même arrêtées et mis en prison. C'est le cas par exemple aussi des grands responsables politiques, c'est-à-dire par exemple comme Pierre Laval qui était le chef du gouvernement sous le maréchal Pétain. Il va être arrêté et jugé coupable de trahison et va donc être condamné à mort et exécuté. C'est donc quand même des sanctions assez importantes. Le maréchal Pétain lui-même est donc arrêté et va donc être jugé, condamné à mort également, mais gracié cette fois-ci par le général de Gaulle, qui essaye de ne pas en faire un martyr. Il a conscience, le général de Gaulle, que finalement, quand on regarde la population totale en France, le nombre de personnes qui ont résisté de manière active est finalement assez faible. C'est-à-dire qu'on a quand même une population qui, pour la majorité, est restée assez en retrait. C'est-à-dire qu'on est dans une période de guerre, on est une période où on a une occupation quand même sur le territoire. C'est quand même risqué, c'est quand même quelque chose de pas anodin. Et vous avez des gens qui sont soit vont essayer d'être le plus neutre possible, c'est-à-dire faire ce qu'on leur demande et puis surtout éviter de prendre des risques pour plein de raisons différentes, soit ils vont être amenés à collaborer en pensant que, bien, comme le gouvernement dit qu'il faut faire certaines choses, si le gouvernement le dit, on obéit. Donc on a quand même beaucoup de personnes qui sont soit des personnes qui n'ont pas résisté, soit même qui ont participé à la collaboration. Donc le général de Gaulle ne veut pas passer trop de temps à rechercher tous les collaborateurs potentiels, ce qui serait bien entendu déjà un fastidieux, et deux pourrait mettre le pays eh bien, à feu et à sang avec une guerre civile qui pourrait en aboutir à cause de ça. Donc il veut vraiment cibler les principaux responsables en considérant que ce sont eux qu'il faut arrêter et qui doivent payer. Par contre, pour le reste, il va y avoir une espèce d'amnistie, c'est-à-dire de dire finalement les Français, dans leur majorité, étaient contre l'occupation allemande et on va considérer que maintenant on ferme les yeux. C'est comme ça. Donc la chasse aux collaborateurs, elle va être finalement assez courte en termes de temps. Alors ensuite, on a fini avec le récit, on passe maintenant au document Le rétablissement de la République. Alors ici, vous aviez quelques informations qui vous permettaient de comprendre eh bien, qu'est-ce que l'on met en place une fois que l'on a eh bien, fait basculer eh bien, l'État français du coup, et qu'on a chassé les Allemands de France. Alors, le régime politique qui est mis en place après la libération, c'est tout simplement une nouvelle république. Ça, c'était ce qu'il fallait noter. On voit bien qu'une nouvelle république est mise en place, mais que cette république, elle va avoir comme principale, on va dire, conséquence, c'est le départ du général de Gaulle dès 1946
Et c'était l'objet de la question 2. Pourquoi il démissionne? Eh bien, tout simplement parce que lui voulait mettre en place une nouvelle république qui, cette fois, avait peut-être plus d'armes en cas de nouveaux conflits ou en cas de crise, comme la France l'a vécu en 1939. Pour le général de Gaulle, l'échec de 1939-1940, c'est aussi d'avoir eu une France qui était une France peut-être un peu trop parlementaire, c'est-à-dire avec une démocratie qui mettait en avant beaucoup plus les discussions au Parlement que la décision d'un chef. Et lui, il pense qu'il faut avoir un chef de l'État assez fort, qui puisse prendre des décisions en cas de crise majeure, de manière à pouvoir réagir assez vite et pouvoir sauver le pays en cas de problème. Et donc, lui, il a cette vision-là, sauf que finalement, avec lui, il est pas seul à finalement reprendre le pouvoir. On voit que la SFIO, le Parti communiste, eh bien, prennent de l'importance. Alors, le Parti communiste, qui vraiment ressort de ce second conflit mondial avec énormément de prestige, puisque le Parti communiste, c'est le parti finalement des soviétiques, c'est le parti de la Russie, et ça a donc comme prestige d'avoir été le pays qui a le plus souffert, le pays qui a le plus contribué au niveau humain à essayer d'arrêter le nazisme et à arrêter la barbarie. Donc le Parti communiste apparaît comme vraiment le parti eh bien, de la victoire, le parti de la liberté, le parti finalement de ceux qui se sont opposés aux Allemands. Et ce Parti communiste, lui, n'est pas tout à fait d'accord avec le général de Gaulle. Lui, il aimerait, comme la SFIO par exemple, mettre en place une république qui ressemble à la république qui était en place avant le conflit, c'est-à-dire une république parlementaire. Face à cette situation, le général de Gaulle, du coup, décide eh bien, de démissionner puisqu'il est contre ce système. Il reviendra plus tard, mais ça on le verra dans une prochaine séquence. Pour terminer cette correction, vous aviez un document 2 qui vous montrait les affiches diffusées suite à la mise en place de la sécurité sociale le 4 octobre 1945. Alors, vous deviez expliquer le sens de ces deux affiches, c'était tout simple. Il fallait juste me dire que ces affiches montrent que la sécurité sociale, c'est avant tout un système de protection sociale solidaire, c'est-à-dire qui met en place un système universel où vous avez des personnes qui vont contribuer à la sécurité sociale, ce qui permettra de soigner les autres. Donc c'est vraiment quelque chose qui est universel et qui va donc demander à ce que, en fait, la contribution à la sécurité sociale soit collective et concerne l'ensemble de la population. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui n'est pas anodin. Il faut savoir qu'on est quand même en 1945. On sort d'un conflit meurtrier, destructeur. Il y a eu énormément de destruction. Et pour autant, eh bien, on a de nouvelles mesures qui vont être mises en place. Des mesures qui sont quand même des mesures coûteuses, des mesures qui sont aussi assez courageuses. Hein. Quand on regarde, ça demande une refonte complète du système de santé en France, mais qui va permettre eh bien, de faire passer la France dans vraiment un pays qui va être un pays de protection sociale, un pays qui va mettre en avant la solidarité et la fraternité entre ses citoyens, et ça c'est important. Donc 1945, on voit bien qu'on passe dans un nouveau monde, une nouvelle manière de concevoir aussi notre vie publique, notre vie collective, avec déjà cette sécurité sociale, et puis on l'ajoutera également, 1945, c'est l'accès pour les femmes au droit de vote. Ça, c'est important aussi. On voit bien qu'on n'est pas juste à essayer de reconstruire, on veut essayer d'aller vers le futur et d'essayer de construire un monde nouveau. Et ça, c'est vraiment important. Si on a vu un peu le côté dramatique avec la première partie, l'apparition de la bombe atomique, on voit aussi que cette fin de conflit, elle amène aussi une lueur d'espoir, une lueur à des projets qui vont être mis en place pour essayer d'arriver dans un monde nouveau, un monde un peu moins sombre. Donc voilà. Donc maintenant, vous voyez vous afficher à votre écran la trace écrite finale que vous devez recopier dans votre cahier. Et puis, si vous avez fait tout ça, eh bien, on se retrouve du coup à la rentrée et on essaiera de voir si j'ai oublié des choses et si vous avez bien pu prendre la correction. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.